Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette rencontre autour d'un sujet, le titre qui est sur la programmation du Salon du Livre, c'est « Quand la mémoire prend soin ». Mais c'est plus que la mémoire parce que c'est aussi des personnes. Donc, j'ai avec moi cet après-midi Marianne Marquis-Gravel. Marianne est ici avec son foulard orange. Marianne enseigne la littérature au Cégep Lionel Groulx. Elle a fait paraître en 2022 chez Le Méac, dans La lumière de notre innocence. Et toujours chez Le Méac, son nouveau livre dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule « Quoi comme hier ». Alors, deuxième invitée, Isabelle Rivet. Isabelle, est-ce qu'on peut dire ce que vous venez de me confier, que c'est votre première fois à vie au Salon du Livre de Montréal et première fois à vie comme autrice? C'est génial quand même, hein Je suis vraiment emballée d'être là. Ouais. Vous allez voir, ce n'est que le début. Donc, Isabelle est originaire d'Abitibi. Elle est autrice, compositrice, interprète. Elle a travaillé sur de nombreux projets de théâtre, notamment en mettant en lecture avec le comédien Alexandre Castonguay le roman de Jocelyne Saucier, « Il pleuvait des oiseaux ». Alors, toutes les deux ont écrit sur la perte, sur la maladie, sur le difficile accompagnement d'une mère pour Isabelle, d'un amoureux pour Marianne. Donc, de l'accompagnement, mais aussi du temps de la mort et de l'après. Alors, je voudrais peut-être dire quelques mots. On va commencer par vous, Marianne, de votre livre. Vous aviez commencé donc dans le premier livre que vous aviez écrit, « Dans la lumière de leur ignorance ». Vous racontiez un début d'histoire d'amour, hein, puis c'est la vôtre aussi que vous racontez avec celle de Simon. Vous êtes profs tous les deux dans le même cégep. Vous ne vous êtes pas rencontrés, puis un jour, ça se fait, la rencontre a lieu. Vous tombez en amour et quelques temps après, on annonce à Simon qu'il a une maladie incurable. Donc, vous avez écrit ce temps de la rencontre et ce temps de l'annonce de la maladie. Et donc, dans ce nouveau livre, « Toi comme hier », on reprend un peu, vous nous continuez la conversation avec Simon dans les 5 derniers mois de sa vie, et puis sa mort, et puis je rappelle que le thème du Salon du Livre, c'est le réenchantement. Je ne sais pas si c'est le réenchantement, mais le passage à quelque chose d'autre. Isabelle, de votre côté, votre maman, puisqu'il s'agit de votre maman, qui a 63 ans quand elle meurt, atteinte d'une maladie dégénérative du cerveau. Votre maman était écrivaine publique. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que son rêve à la maman d'Isabelle, c'était d'écrire un vrai livre dans une vraie maison d'édition. Et donc, vous avez fait le choix, je ne l'ai pas dit au début, mais le livre « Nos mères meurent », il est co-signé Isabelle Ribet et Francine Turbide, qui est la maman d'Isabelle. En fait, c'est un cadeau, vous le dites à un moment donné, attendez que je retrouve, c'est très très beau ce que vous dites. Vous dites, voilà, hop, vous lui dites, eh ben maman, on va se mettre toutes les deux à écrire ton histoire. Donc, je vais poser des questions à Marianne et Isabelle. On aura un temps de lecture parce que je dois vous dire que j'ai lu ce livre quand je vivais la mort de ma belle-mère et ça m'a beaucoup touchée par la délicatesse des mots, la forme qui est complètement différente. Marianne, c'est comme un grand poème.
Et puis Isabelle, c'est un dialogue, c'est avec des moments très différents dans le livre, et même ce qui est, je trouve, très touchant, il y a des petites... vous nous indiquez à quel moment c'était l'hiver, donc c'est absolument magique. Alors, on pourrait commencer, Marianne, vous aviez écrit ce premier livre sur la maladie de Simon. Quelle a été la nécessité de, je ne sais pas s'il faut dire de continuer à écrire, mais de mettre par écrit les moments difficiles que vous avez vus avec lui, ces moments de l'accompagnement. C'était quoi votre... Est-ce que c'était... parce que c'est plein de douceur, mais en plus, et ensuite, c'est plein de souffrance. Donc, c'était quoi cette volonté de mettre par écrit les moments que vous aviez vécus ensemble? Ben, pour le premier livre, ça a été un besoin. Donc, je sentais Simon, notre histoire, en fait, me filer entre les doigts. Donc, ça a été un besoin de cristalliser quelque chose comme pour me confirmer à moi-même que ça existait, tu sais. Et c'était pour Simon, en fait. À la base, c'est des lettres. Je m'adresse à Simon au-dessus, à la deuxième personne dans les deux livres. Donc, c'était un dialogue avec mon chum qui était avec moi sans l'être vraiment, qui était dans sa chambre toute la journée, qui était malade, et avec qui je voulais poursuivre le dialogue. Parce que Simon était prof de littérature, était écrivain aussi, mais il pouvait... la tumeur atteignait la zone du langage. Donc, je pouvais pas nécessairement poursuivre le dialogue profondément avec lui. Puis ça s'est fait par l'écriture. Quand il est décédé, alors c'était plus un dialogue physique, mais c'était devenu un dialogue métaphysique. Donc, j'ai continué à lui parler parce que j'avais encore besoin qu'il m'accompagne dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment pour poursuivre le dialogue. Le premier livre, Simon l'a vu, l'a lu. C'est même lui qui... Moi, j'écrivais pour lui, puis c'est lui qui m'a dit « Tu devrais le publier », mais c'était à lui. Moi, c'était des lettres d'amour que je lui écrivais. Donc, le deuxième, ça a été un parcours en solitaire et je pense que le temps dans le livre est beaucoup plus lent. On est moins... Le premier est dans la fulgurance de la mort qui s'en vient, puis le deuxième dans la lenteur du deuil qui se fait en montagne russe. Oui, puis ces 5 derniers mois où on voit que le quotidien et la vie de Simon et la vôtre, par la même occasion, se rétrécissent. Oui, ben, puis c'est effectivement, et c'est assez étrange parce que quand la mort est à l'agenda, tu sais, nous, Simon, il y a eu l'aide médicale à mourir, donc c'est carrément de mettre la mort à l'agenda, puis je savais que c'était nécessaire pour lui, que ça allait être une plus belle mort, que il était prêt, c'est ce qu'il voulait, il n'a jamais été dans la colère, il a accueilli tout ça, mais de savoir que ça s'en vient, c'est très étrange parce que si on devient comme... On a une date dans la tête, là, c'était le 15 octobre, ben j'allais à l'épicerie, j'achetais une pinte de lait. Le dernier repas. Oui, le dernier repas. Je savais que, mettons, justement, je voyais une date de péremption sur la pinte de lait, que ça allait survivre à Simon, tu sais. Puis, ou bien que je voyais une date d'un spectacle qui s'en venait en novembre, que Simon ne pourrait pas y aller, il ne pourra pas écouter la suite de la série, tout ça qu'on écoute. Donc, c'est tout c'est de le mettre à l'agenda, c'est vraiment étrange. Et là, chaque journée, on veut en faire quelque chose d'extraordinaire, mais dans la maladie, ça peut pas être extraordinaire. Là. Donc, c'est très paradoxal. Et votre... allez-y, Isabelle. Non, mais c'est magnifique. En fait, puis pour plusieurs raisons, le livre que Marianne a écrit m'a vraiment bouleversée. Puis par son écriture, mais aussi dans le rapport au temps. Tu sais, moi, ça m'a vraiment touché ces petites choses-là que dans la vie, on n'y pense pas, puis on va de l'avant, mais quand il y a une date sur le calendrier, puis il y a plein de moments, il y a ça dans le texte. Puis, tu sais, Marianne, tu disais de reconstruire un dialogue, puis que même dans l'absence que Simon t'accompagne, puis je pense que c'est pour ça que ton livre, il touche autant le lectorat, parce que je pense que quand on perd quelqu'un, un amoureux, un parent, un enfant, un ami, il y a un bout du chemin qu'il faut faire tout seul, mais il y a un bout de chemin qu'on a besoin d'être accompagné par la personne qu'on a aimée. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup touchée dans ton livre. Et merci. Puis je le prends, merci. Mais ça me fait penser. Ce que tu dis, justement, dans ton livre, il y a
cette succession des formes, puis il y a des scènes que tu as écrites sous forme de pièces de théâtre. Et je me suis dit, justement, il y a ça, peut-être ce besoin de poursuivre le dialogue. Est-ce que ça... Ben, c'est merveilleux, hein? C'est les invités qui s'auto-animent. C'est magique, ça. Allez-y, Isabelle. Désolée. Oh, mais c'est fabuleux. Ben, c'est drôle parce qu'au départ, j'ai écrit un texte 100% théâtre. Puis j'ai fait le chemin du théâtre vers Le récit. vers le récit. Parce que le premier élan, c'était d'écrire des didascalies et de mettre en scène, en quelque sorte, ma mère et qu'on puisse se répondre parce que, à cause de la maladie dégénérative qui a atteint le lobe temporal puis qui a affecté le langage très, très tôt dans sa maladie, on a été privés de ce dialogue-là. Puis ça, pour moi, il y a comme une injustice là-dedans. C'est une injustice pour tout être humain. C'est juste que, comme écrivaine publique, comme personne qui a mis toute sa vie, son don de l'écriture pour le bien commun, d'être dépouillée du langage. Fait que pour moi, ça n'avait aucun sens. Puis vous l'avez nommé au départ, son nom, Francine Turbide, est sur le livre. Et ça, pour moi, c'est un immense pied de nez à la mort. Puis il y a de l'enchantement certainement là-dedans. Peut-être, Isabelle, on pourrait donc... c'est un choc quand vous apprenez la maladie de votre maman, c'est toujours un choc. Et il y a une sorte de colère, hein, de colère de cette femme qui a 63 ans, qui a encore plein de choses à faire, qui est d'une vitalité absolument incroyable. Et j'ai comme l'impression qu'au fil du texte, je ne dis pas que la colère s'estompe, mais on passe à autre chose. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, le sang, tu sais, on m'a souvent parlé, puis peut-être pour vous tous et toutes qui avez vécu la perte d'un proche, on se fait beaucoup parler des étapes du deuil. Puis moi, en toute franchise, ça m'a un peu irritée parce que pour moi, un deuil, c'est pas linéaire et surtout, il n'y a pas de fin. Il y a un début de deuil, mais moi, j'ai pas envie de performer mon deuil ou d'être aux Jeux olympiques du deuil. On m'a demandé souvent, tu sais, hey, là, maintenant, tu as écrit ça, là, ça doit aller mieux, là, maintenant. Mais moi, je veux pas aller mieux parce que, en fait, j'accède au bonheur, je suis bien, mais ma mère, elle va toujours me manquer. Donc, cette colère-là, bien sûr qu'elle s'est estompée, mais Elle est encore là. elle est encore là. Puis, à quelque part, tu sais, dans le livre, je dis, si jamais je devenais cette fille-là, saine et sauve sur les berges, est-ce que toi, tu aurais complètement sombré, disparu, puis exprimé autrement? Mais j'ai retrouvé ça aussi dans ton livre, Marianne, à un moment donné où à la fin, la vie, la vitalité, les projets, le sentiment amoureux revient dans ta vie, puis il y a quelque chose qu'il faut laisser aller ou on continue avec. Puis bref, ça m'a beaucoup parlé. Mais peut-être, c'est merveilleux, Isabelle. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de l'absence. Parce que qu'est-ce que ça signifie, l'absence? Et en même temps, il y a la présence. Parce que l'une et l'autre, vous avez écrit un livre pour l'absent. Et puis après la mort de votre mère et de votre amoureux, on vous questionne encore sur ce livre. Donc cet absent, il est toujours présent, il vous envahit peut-être un peu beaucoup. Donc qu'est-ce que c'est que cette absence encore pour vous? Je pense que c'est Jean d'Ormesson qui dit la plus grande forme de présence, c'est l'absence. Hein. Ben, c'est ça. Là. Puis, je pense que dans nos deux cas, en tout cas, de ce qui m'a rejointe beaucoup dans ton livre, qui m'a touchée, c'est le côté deuil blanc. Tu sais. Il y a une phrase magnifique que j'avais soulignée où tu dis tu nous meurs en pleine vie, tu sais, c'est super beau. Puis il y a ça, que l'absence qui est comme débutée du vivant de la personne, puis qui se fait en étapes. Tu sais, on perd à la base des conversations, ensuite des projets de vie, ensuite des souvenirs communs parce que la mémoire s'efface. Et après ça, c'est la personne physique qui est plus là. Ouais. Puis là, moi, mon espace était plein de Simon, là, tu sais, puis il l'est encore, je suis pas la même personne, je le porte en moi, mais ça, c'est un processus qui se fait à notre insu, je crois, contre notre gré, mais c'est de laisser aller, là, comme tu disais. À un moment, Marianne annule le passeport de Simon, qui était pourtant valide pour encore quelques années.
Puis, tu sais, après la mort, tu sais, je savais depuis longtemps qu'on mourrait, mais je ne savais pas qu'on disparaissait. Puis les artefacts qui ont jalonné la vie de l'être cher, on continue de les faire disparaître, même après son Vider décès. les boîtes, hein. On ferme des comptes chez Desjardins, on met fin à des passeports, on cancelle l'adresse. Donc, j'ai l'impression que même une fois que les gens nous ont quittés, on continue de participer malgré nous à leur lente disparition. Et peut-être j'aimerais revenir sur être aidant, être proche aidant, parce que ça va, me semble-t-il, ou ça a, vous le racontez dans votre livre, par rapport à l'absence et au processus de deuil. Vous avez été l'une et l'autre. Vous avez arrêté, Marianne, de travailler sur les conseils d'une collègue pendant quelque temps pour être plus près de Simon. Isabelle, c'est un passage qui est bouleversant, celui du bain de votre maman. Hein. Votre maman, donc, qui n'est plus capable de prendre son bain, qui ne veut pas prendre de bain. Pourtant, il faut bien qu'elle se lave. Et je trouve que c'est très, très beau. Vous vous déshabillez, vous êtes nus, vous rentrez dans le bain avec votre maman. C'est un moment bouleversant, ce moment où on devient l'enfant de ses propres parents. C'est quoi ce temps de l'aide qui est une aide? Je trouve que c'est très beau parce que l'une et l'autre, c'est pas comme on n'a pas l'impression que vous en aviez assez. C'est comme si votre cœur était ouvert à cette aide, une aide comme inconditionnelle. Vas-y, Marie, j'allais parler du livre d'Isabelle, que ce qui est en lien avec ça, ce que je trouve magnifique, c'est que souvent dans ton livre, tu parles au on ou au nous quand ta mère vit quelque chose, comme justement la scène du bain où elle est comme dépendante de toi pour se laver, mais tu dis on prend notre bain, et ça c'est super. C'est une bonne idée dans le sens où j'imagine que tu le faisais pour vrai là, quand c'est arrivé, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le nous qui me redonnait ma place d'enfant ou qui ne me mettait pas, moi, dans la posture de la proche aidante. C'est bien ce que j'étais, une proche aidante, là. Mais je trouvais que dans investir complètement en assumant ce rôle-là de proche aidance, je devenais un peu moins son enfant. Donc, quand nous prenons le bain, quand nous lavons, il y avait quelque chose qu'on était sur le même pied d'égalité, même si elle était en chute libre dans sa maladie. Donc, c'était une façon, peut-être par le langage, de la garder à flot un peu. Puis, ben, c'est comme un rôle d'aidant, puis on le voit bien dans ton livre. Ce qui est difficile, c'est qu'on a beau vouloir partager ce fardeau-là, c'est pas nous qui allons mourir, tu sais. C'est pas nous qui souffrons, c'est pas nous. On souffre, bien sûr, mais il y a comme quelque chose on a un sentiment de culpabilité, un sentiment de je voudrais pouvoir faire plus pour soulager, puis on est là-dedans ensemble, je te lâche pas, mais d'une impuissance sans nom aussi en même temps, tu sais. Peut-être, si vous me permettez, je lirai un petit passage du livre de Marianne Marquis-Gravel, Toi comme hier. À la page 46, vous écrivez « Je sais, ce n'est pas une vie que tu mènes. Je sais, l'étau se resserre dans ton esprit de jour en jour. Je sais, ton corps est une prison délétère. Je sais, le brouillard dans ton crâne est opaque et insupportable. Je sais, tu as les mains glissantes et il n'y a presque rien à ta portée. Je sais que l'amour que je te porte ne tolère pas ta souffrance. Je sais que ta mort sera mon supplice, mais ton seul élargissement possible. Je sais tout ça. Je sais que je t'aime. » C'est magnifique, hein? Vraiment, je vous les recommande. D'abord, je voudrais dire que ce ne sont pas... Comment est-ce que je vais dire ça? Ce ne sont pas des... Je vais le dire un peu crûment. Ce ne sont pas des livres qui plombent. Au contraire, il y a une sorte de souffle dans l'un et l'autre de vos livres parce que l'une et l'autre, vous abordez la question de l'après.
qu'est-ce qu'on fait avec son deuil quand il y en a qui veulent vous dire, bon, on passe à autre chose, ou on a envie, nous, peut-être aussi de passer à autre chose. Il y a aussi cette question de l'après que vous abordez de façon très personnelle, mais aussi très poétique à la fois. Alors cet après, Marianne, Isabelle, comment on le vit? Déjà, j'ai le goût de dire, je suis assise à côté de Marianne, sur qui je tripe depuis que j'ai lu ses livres. Dans l'après, il arrive plein d'affaires comme ça. Dans l'après, il y a des rencontres. On serait pas ici, on serait pas en train d'essayer de trouver des résonances dans nos histoires puis dans notre écriture. On serait pas là. Donc, il y a plein de sens après, malgré les tragédies, malgré qu'on aurait préféré pas vivre ça, bien sûr, mais maintenant que c'est ça qui est arrivé, il y a comme, tu sais, je le sens, l'élan de les capter, ces moments-là que je chéris, qui sont vraiment dans mon cœur. Puis, tu sais, tout à l'heure, je disais, l'amour que j'ai eu pour ma mère mérite que je m'en remette pas vraiment. Mais pas de façon triste, dans le sens où je vais porter cette mort-là toute ma vie, puis on va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose, ouais. Oui, puis ta mère mérite que tu t'en remettes pas vraiment, mais que tu vives. Tu sais, c'est ça. C'est qu'une fois que quand la personne meurt, puis là, on se réveille le lendemain, puis on fait Ah, ben, coudonc. La vie, c'est ça. Soit on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de continuer, sinon on va se suicider. Alors quand on fait le choix de vivre, ben il faut vivre. Puis ça, moi, mon expérience, que ça m'a fait prendre ce dont ça m'a fait prendre conscience, c'est qu'une fois qu'on décide de vivre, ben il faut s'engager dans ce choix-là, tu sais. Faut pas vivre endormi ou vivre parce que ça peut s'arrêter n'importe quand. Donc, Faut vivre pleinement. Faut vivre vivant, tu sais. Un peu pour reprendre ta formulation, mais être en vie, pas mourir avant de mourir. Puis ça c'est le legs des gens qu'on porte, là. Et puis, vous léguez l'une et l'autre un texte, parce qu'on est dans un salon du livre, on n'est pas n'importe quel lieu. Donc, c'est un lieu où les mots ont du sens. Hier, on remettait le prix Fleury-Méplet à Rodney Saint-Éloi, et Rodney a dit, les mots, ça bouleverse, les mots, ça dit la violence, ça dit la peur, ça dit l'amour, ça dit la solidarité. Donc, ces livres-là sont aussi des legs pour vous. Ouais, puis tu sais, on parle de mots, puis et dans le livre de Marianne et dans le mien, on fait référence à des textes de d'autres, que ce soit des paroles de chansons ou magnifiques poèmes de Gaston Miron pour Marianne, ou encore des textes que j'ai trouvés de ma mère, ou encore des paroles de chansons aussi. C'est beau comment un texte, dans un autre contexte, on lui donne une signification puis une résonance différente, tu sais. Tu sais que moi, quand je retrouvais des carnets, des journaux de bord que ma mère a écrits en 1996, qui ont l'air un peu anodins, où elle décrit une espèce de quotidien ou des choses qu'elle a vécues, mais une fois qu'elle est partie, une fois qu'on connaît l'histoire, une fois qu'on connaît la fin de sa vie, ces mots-là prennent une toute autre tournure. Puis c'est beau, ça aussi, de lire les textes de d'autres, puis de se les approprier ou de leur donner une interprétation en phase avec ce qu'on vit, tu sais. Puis ça, c'est intéressant dans ton livre. Tu te prends carrément même, tu sais, justement, c'est une coécriture. Puis là, ben, de donner la parole directement à ta mère aussi, qu'il y a des textes qui sont directement écrits par elle. Moi, j'aimerais savoir comment tu as vécu ça, le côté comme de porter sa voix, tu sais, un petit peu. Puis à la fois, c'est une grande responsabilité puis un privilège, mais de porter la voix de quelqu'un d'autre, tu sais, c'est... Et ça a été joué. Donc, c'est encore une autre façon de léguer quelque chose, hein, de jouer au théâtre. Ouais. Il y a un côté public que n'a pas forcément la lecture pour une personne de votre texte, Isabelle. Ben oui, c'est ça. Présentement, le spectacle est en tournée. Donc, Francine, ma mère, est interprétée par une comédienne. Donc, elle a une voix, même au premier sens, on l'entend.
Mais oui, par rapport à ces textes, moi, j'avoue qu'au début, j'avais des questions éthiques par rapport à ça parce que, dans le fond, dans le livre, il y a des bouts de texte intégral là, qu'elle a écrit. Je parlais de journaux de bord, mais des carnets, des bouts d'essais qu'elle avait fait. Donc, je me suis posé la question, elle n'a pas consenti à écrire un livre. Donc, ça pourrait prêter flanc un peu à des questions éthiques, mais en même temps, j'ai quand même trouvé dans ses écrits son vœu le plus cher qui était d'être édité dans une vraie maison d'édition. Donc, à quelque part, j'avais un peu ma bénédiction, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, le travail de coécriture avec ma mère, parce qu'elle était décédée, c'était de juxtaposer des textes qu'elle a faits, puis voir quel sens ils prenaient avec les textes que j'écrivais. Donc, c'est un peu une petite courte pointe, ouais, délicate. Alors, je pense que pour que vous puissiez plonger dans les textes d'Isabelle et de Marianne, je leur avais proposé à chacune de lire un passage de leur livre. Mais vous avez vu que dès le départ, elles ont complètement bouleversé l'animation et elles ont suggéré de lire un passage du livre de l'autre. Donc, je trouve que c'est absolument génial comme idée. Donc, qui commence? Ah, il faut le livre de Marianne, tiens. Est-ce que c'est Marianne qui commence? Je peux commencer, mais vous m'avez un peu volé tantôt mon... Ah, Parce que vraiment, la scène la plus touchante du livre, c'est la scène du bain. mais il faut la lire. En même temps, c'est raconter. ça. C'est ça. Alors, on n'aura pas la moins bien que le texte Isabelle. Vous racontez bien, mais c'est pas comme... Non, c'est mieux les mots. Alors, je vais couper quand même quelques petits bouts parce que j'aimerais me rendre à la fin du... On a combien de temps? On peut lire, on a le temps. Prenons le temps. Octobre 2020. Maison familiale. J'ai enlevé mes vêtements et les tiens. Je vais entrer dans le bain avec toi. Chantons. Alors, ensuite une chanson. On serait bien les deux pieds dans la mer, à la plage de la Grande Échouerie, hein? On chanterait cette chanson-là comme pendant notre voyage aux îles en 2019. Tu n'as jamais été aussi heureuse qu'à cet instant-là, dans ton paradis, ce lieu qui te rend tellement fière. Tu connais tout des îles d'ailleurs, tu sais parfaitement imiter l'accent de Havre aux Maisons et tu consens à le prendre pour un petit bout quand on te supplie. Tu acceptes seulement pour nous faire plaisir parce que tu ne voudrais jamais qu'on puisse penser que tu te moques. Au contraire, emprunter l'accent avec précision et amour, c'est ta façon de célébrer le langage de ce petit coin de terre. Un petit peu plus loin. Ce soir, je suis chez toi pour le bain. Tu vois, je ne dis pas pour ton bain. Ce soir, je suis chez toi pour notre bain. De toute façon, il faut que je m'embarque moi aussi dans ce bain pour te convaincre d'y entrer. Le fait d'y être nu, moi aussi, avec toi, pourrait berner quelqu'un qui entrerait par mégarde. Jetterais un coup d'œil furtif et ne saurais qui de nous deux a besoin d'aide. Avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à te berner toi aussi. Peut-être sentiras-tu ma vulnérabilité, ma volonté de créer de l'intime, de rester ton enfant, quoi qu'il en soit. J'aime ça le moment du bain des enfants. Blanche, donc la fille, me dit tout le temps « Tu peux-tu rester proche puis me parler, maman? » Ben oui, que je lui réponds tout le temps. Elle, son petit corps jeune et potelé, ses cheveux blonds, l'eau qui perle dans son dos, le savon rose à la fraise, la mousse sur son nez. Elle met de l'eau partout au sol parce qu'elle éclabousse toujours trop avec ses jouets de bain qui ne sont pas des jouets de bain. Elle joue à faire l'orage, elle joue à la tempête, elle joue à éclabousser la joie partout. Toi, ton corps malade, tes grains de beauté dans le dos, tes seins volumineux, l'absence de vergeture sur ta peau de 60 ans. Aïe aïe, j'avais jamais remarqué que ma venue au monde n'avait pas fait fendre ta peau. T'es belle. Je vais vers la fin du chapitre parce que à partir d'un certain moment, ta mère va tirer tes cheveux comme une enfant. Puis là, t'as pas le choix d'être ferme pour défaire la poigne. Être ferme et bienveillante, le défi d'une mère, le défi d'une enfant aussi, apparemment. Donc, je trouve ça magnifique, cette idée que tu mets en parallèle la scène de bain avec ta fille, la scène de bain avec ta mère, et qu'il y a un écho entre les deux, des moments qui sont calqués, le fait de jouer dans l'eau, que ça éclabousse, que tu prennes soin finalement de la même manière de ta fille et de ta mère, et que tu sois la mère et la fille en même temps dans les deux cas, tu sais. Prendre soin de quelqu'un qui s'en va, puis prendre soin de quelqu'un à l'aube de sa vie dans la même soirée. C'est ça. C'est d'un signifiant énorme.
Oui, puis j'ai aimé que parce que c'est quand même tabou, tu sais, on parle rarement du corps nu de notre mère, là, tu sais, donc que ce soit, que tu ramènes ça aussi à la matérialité, de dire, bon, OK, je redécouvre le corps d'où je viens, tu sais, d'une certaine manière, là. Eh, C'est c'est tellement ça. Puis ma mère était une femme assez pudique aussi. Fait que d'être en contact avec sa peau, de la laver, bien que ce moment-là était comme quand même un peu d'une absurdité. euh, Moi, j'aime beaucoup quand, quand dans le spectacle, les deux comédiennes, Jeannie Lapierre puis Dominique Kennel, sont dans le bain, puis que la fille dit «T'es belle». Ça, ça fait du bien de trouver sa mère belle. Tu sais, en tout cas, moi, ça m'a apaisé beaucoup de voir sa beauté dans tout ça, tu sais. Ouais. Alors Isabelle, vous nous lisez un extrait du livre de Marianne? Avec ton départ est venu le temps froid, puis la noirceur. Le printemps s'est installé sans même que j'en prenne conscience. Il me semble que, depuis ta mort, le temps, en affabulateur, s'est paré d'un nouvel habit, un costume de lenteur, pour me duper et me surprendre au détour avec un changement de saison, un changement d'année, sans même m'accorder des indices qui m'auraient permis de préparer mes virages et d'encaisser les chocs. Je constate que le deuil et la maladie ont ceci en commun de nous exclure de l'espace-temps ordinaire. Sur ma table de chevet, le poète Miron veille comme un fidèle ami. Mon signet, toujours à la même page, marque ce poème qu'il a écrit pour toi, il me semble, et que je relis encore et encore comme le leitmotiv de ton absence. Qu'es-tu devenu toi comme hier? Moi, j'ai noir éclaté dans ma tête, j'ai froid dans la main, j'ai l'ennui comme un disque rengaine. Le printemps progresse et je n'ai que faire de l'été et de l'automne qui lui succéderont. Je suis confinée à attendre dans la saison de nous deux, dans l'antichambre du cours inaltérable des jours. C'est tellement beau. Mais c'est ça, c'est que c'est un livre que on arrive au bout d'une phrase, puis on fixe un peu le vide juste pour comme se laisser ces phrases-là se déposer. J'ai choisi aussi ce texte-là parce que quand il est question de... Je trouve ça magnifique, là, je vous la relis. Je constate que le deuil et la maladie ont ceci en commun de nous exclure de l'espace-temps ordinaire. Puis ça me faisait penser que cette espèce de moment-là où on dirait que le reste de la Terre vit dans un espace parallèle, ça a quelque chose qui peut être à la fois affolant, mais comme super rassurant. Il y a comme un nid aussi... puis aussi tiré par les cheveux, ça va peut-être vous sembler, mais comme quand je te lisais, cet état-là me ramenait autant à la mort de ma mère qu'à mes accouchements. On est en dehors du temps. En dehors du temps. Ouais. Est-ce que je peux vous demander quel a été le passage ou ce que vous aviez envie de dire de plus difficile à mettre par écrit? Parce que quand même là, vous faites une œuvre de littérature, donc qu'est-ce qui a été le plus dur à raconter ou les mots vous semblaient pas assez puissants pour dire ce que vous aviez envie de dire? Marianne? Moi, c'est évident. C'est sûr que c'est le conte à rebours. La mort, la scène de la mort, parce que je la décris dans le livre. Puis là, j'ai pas eu le choix de me... Et je l'ai repoussé pendant longtemps. Je savais que je fallait que je la fasse. Donc, j'avais écrit le avant, le après, mais il me restait cette scène à écrire que je savais qu'il fallait que je me ramène à quelque chose puis que je sois dans l'état de la raconter. T'sais. Puis souvent, je me suis installée pour le faire, puis ça allait pas. Puis là, à un moment donné, OK, go. Mais ça m'obligeait à repenser à chaque seconde de ce moment-là, tu sais. Fait que le juste avant la mort, le compte à rebours, puis la mort, là, ça, c'est parce que je l'ai revécu, tu sais. C'est comme de me le faire revivre. Isabelle? Ben, tu sais, c'est sûr que dans le livre, il y a un moment de tension aux trois quarts du livre où la fille en vient qu'à espérer
la mort de son parent. Tu sais, puis justement, tu sais, même elle se demande est-ce que l'aide médicale à mourir, dans ce cas-là, ça se peut, puis dans ce cas-là, ça se peut pas. Bon, pour toutes sortes de raisons, puis parce que une personne en déclin cognitif peut pas, de façon éclairée, faire cette demande-là. Puis il y a un moment où la fille va dire, là, regarde, tu vois, c'est drôle, je dis la fille, je dis même pas je. C'est dire comment, encore aujourd'hui, c'est dur à assumer. Va dire, là, faudrait que tu meurs. Fait qu'à à la fois, c'est puissant de dire ça, mais c'est peut-être ce que j'ai trouvé le plus dur à écrire parce que c'est d'exposer au lecteur que je suis allée là dans ma tête. Puis, encore à ce jour, je sais pas je sais pas si c'est correct d'espérer la mort d'un être cher. Puis en même temps, j'avais toutes les raisons dans ma tête d'aller là, par amour pour la vie, par amour par respect aussi pour ce qu'elle aurait voulu, elle n'aurait pas souhaité vivre dans ces conditions-là. Donc, on en vient à avoir des espérances dures à assumer. Et je pense que cette franchise-là est nécessaire. Si on raconte quelque chose, un événement comme la mort d'un être aimé, si on ment, et puis il faut une vérité pour que ça soit intéressant, puis pour les êtres humains, on est complexes, là, puis fallait que tu ailles là, je crois, puis c'est ce qui rend le livre touchant, c'est qu'il y a cette vérité-là, puis tu la nommes, là, tu sais. Ben oui, puis après ça, c'est vrai que dans une tête d'être humain, il se passe plein de pensées, de réflexions. Si on avait la chance, tout le monde d'ouvrir puis de voir ce que tout le monde pense ici aujourd'hui, on pourrait faire de belles surprises et de moins bonnes surprises. Mais c'est ça, tu sais. Puis, il y a quelque chose aussi pour les lecteurs de dire, ben moi, j'ai peut-être pas osé le dire, mais finalement, Isabelle, elle l'a écrit. Et je trouve que c'est pas une déculpabilisation, mais c'est de se dire, ben, ce sentiment que je n'osais pas faire monter en moi, ben, je le lis et je ne me sens plus seule face à ce souci de dire, bon, ben, il est temps que ça s'arrête. Oui, tout à fait. Puis je pense que effectivement, le fait de le mettre par écrit, ça peut même venir déculpabiliser un peu le lecteur. Puis, tu sais, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, la perte d'un amoureux qui est dans ta garde rapprochée, c'est ton lit, c'est ta maison, c'est ton intimité. Mais, tu sais, dans l'après, dans la vie qui continue, dans retomber en amour un jour, ça se peut. Je pense aussi, j'avais beaucoup de beaux sentiments pour les lecteurs, les lectrices qui vont lire Marianne, puis les mots de Marianne leur permettent peut-être de se projeter dans un après qui se permettent pas au moment peut-être où ils te lisent parce qu'ils sont à les premiers balbutiements d'un deuil, là. Ben effectivement, je me suis demandé si je devais aller là. Puis je me suis répondu ce que je t'ai répondu tantôt, qu'à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même en premier, puis avec les lecteurs sinon... Puis après ça, c'est vrai que ça permet, ça brise certains tabous parce que c'est des choses que tout le monde vive, là. Plus c'est intime, plus c'est universel, là, Est-ce que je peux vous poser une question très indiscrète, mais Marianne, vous en parlez un peu. Est-ce que vous avez peur de la mort? Pas moi. Non, mais je ne sais plus maintenant, hein, Marianne. Ça, c'est assez clair dans votre livre, vous me dites. C'est quelque chose. Puis entre le diagnostic de Simon et sa mort, il y a eu 18 mois. Puis on a beaucoup fréquenté l'hôpital. On était en radiothérapie à tous les jours. Je voyais des personnes de 17 ans qui allaient mourir. Puis là, quand on est en contact avec ça, même celui qui a fait l'aide médicale à mourir, le médecin, son fils avait la même tumeur que Simon, un garçon de 4 ans qui est décédé juste avant Simon. Alors, on entend des histoires comme ça dans le quotidien, d'une vie d'hôpital, puis de maladie, puis là, on se dit, ben oui, on meurt. Les gens meurent, nos mères meurent, les gens meurent, on meurt. Alors, on est chanceux là, d'être là aujourd'hui, puis c'est cliché, mais c'est ça, c'est une journée de plus de gagner, là, tu sais. Moi, j'ai peur de plus vivre, mais j'ai pas peur de la mort. Mais c'est vraiment une affaire
j'aime vraiment beaucoup la vie, puis les êtres humains, puis vivre des nouvelles aventures. Puis des fois, quand la vie nous sert quelque chose qui est un petit peu moins drôle, j'aime ça. Je suis fascinée par la capacité de rebondissement des gens. Mais c'est ça. Fait que Est-ce que j'ai la pas peur de la mort, mais je trouverais ça bien dommage de pas vivre vieille pour pas vivre plus longtemps, plein d'affaires comme ça. Et est-ce que la vie a une autre saveur? Ah oui, ben oui, Oui, hein? ben oui, ben oui. Mais une saveur qui est pas toujours, tu sais, c'est dans les profondeurs. Il y a comme quelque chose qui s'est ouvert vers le haut, mais vers l'intérieur aussi. Donc, c'est une profondeur qui fait que oui, moi, en tout cas, je ressens tout plus intensément, là. Ouais, mais ça me parle ce que tu dis. Je, Au départ, j'ai pensé que j'allais perdre beaucoup de repères. J'en ai perdu aussi, hein. Dans les deuils, il y a plein de petits deuils, mais il y a un enracinement, je pense, puis vers la fin du livre, il est question de la suite, puis de cet enracinement-là. Puis il y a quelque chose qui est plus fort que nous, qui est la forêt, qui est la mer, qui est la nature, qui nous porte. Fait que je me sens plus enracinée, donc peut-être un peu plus solide. Isabelle, Marianne, merci. Je pense que vous allez aller sur votre stand, hein. Est-ce que vous connaissez? Je ne sais pas les numéros, donc vous non plus. Mais enfin, il vous suffira de les suivre. Oups, pardon. Il vous suffira de les suivre. Donc, moi, je vous recommande la lecture de ces livres qui sont absolument extraordinaires. Puis, je vous remercie d'avoir été vos propres animatrices. C'est vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est très beau d'abord que vous ayez lu le livre de l'une et de l'autre. Et puis, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un merveilleux moment. J'espère que vous aussi. Merci. C'était une belle rencontre. Si vous avez la chance d'écouter le magnifique documentaire Simon et Marianne. Simon et Marianne, oui. Vous pouvez l'écouter sur Tank. C'est de toute beauté. Quel beau et grand documentaire. Merci à toutes les deux. Merci à la technique. Merci à vous.